Nous allons aujourd'hui rejoindre une nouvelle fois l'Afrique, sans revenir cette fois sur les opérations de l'armée française au Mali et en Centrafrique, ni même évoquer la farce de l'élection prochaine en Algérie, qui donne une image assez pathétique de ce pays que nous aimons, et une caricature de ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie. Nous allons parler du Rwanda. C'est un dossier que nous avons déjà traité il y a 4 ans, mais qui reste une grande actualité, ravivé par l'anniversaire des massacres, connus désormais sous l'appellation de génocide, qui ont ensanglanté ce petit pays francophone d'Afrique centrale il y a tout juste 20 ans. Chacun a en mémoire ces tueries abominables qui ont marqué en 1994 les affrontements entre les deux grandes tribus qui la composent, les Hutus et les Tutsis, événements tragiques qui ont abouti à la prise de pouvoir par la minorité Tutsi. Dirigé depuis d'une main de fer par le général Kagame, ce pays se trouve au cœur d'une région stratégique dont le sous-sol recèle des richesses considérables, ce qui en fait l'enjeu d'un conflit d'intérêts entre un certain nombre de grandes puissances et explique l'âpreté des luttes engagées pour leur possession. C'est dans ce cadre, et on ne peut pas penser à autre chose qu'à une volonté de nous neutraliser, de nous écarter, que la France, ses dirigeants de l'époque et son armée continuent d'être violemment pris à partie, au prétexte qu'ils auraient été complices de ces massacres. Les accusations par le clan Kagame d'un génocide prémédité, perpétré par les Hutus, avec le soutien de la France, sont récurrentes, relayées par un certain nombre de pays amis ou dit-elle, et de personnages ou groupes de pression, les mêmes qu'on retrouve toujours aux avant-postes de la diffamation, dès lors qu'il s'agit de la France et de son armée. Cette émission est donc destinée à éclairer ce dossier, rappeler les faits avant l'avalanche de mensonges auxquels on va être soumis une nouvelle fois dans les prochaines semaines, et dénoncer la désinformation et les manipulations diverses qui ne vont pas manquer de redoubler à l'occasion de cet anniversaire. Pour traiter ce dossier, avec Martine Boissy, notre assistante, avec Patrice Boissy, nous avons invité le colonel Michel Rebardet, officier de gendarmerie. Il a servi au Rwanda de 1990 à 1993, dans le cadre des accords de coopération, précisément la période qui a vu se nouer tous les fils de ce drame qui allait se jouer en 1994. Son témoignage récent dans le procès à Paris d'un ancien des services de renseignement rwandais lui a valu sur Internet un concert d'imprécations quasi unanime qui fait bien toucher du doigt l'importance de cette manipulation organisée et puissante. Nous recevons également le colonel Jacques Hoggard. Il commandait un groupement de légions étrangères pendant l'opération Turquoise, décidée par la France pour séparer les belligérants et protéger les populations. Il est à noter que ce détachement est arrivé sur place bien après le déclenchement des massacres. Sur cette affaire, il a écrit un petit livre très documenté, celui d'un acteur de terrain, Les larmes de l'honneur chez Hugo. Nous avons au téléphone le professeur Bernard Lugan. Bonjour mon cher Bernard. Bonjour Roger. Qu'on ne présente pas. Et je salue il est un des très colonels. grands spécialistes de l'Afrique et particulièrement du Rwanda, où il a enseigné de longues années. Il est en outre expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce dossier, et le dernier, qui dénonce les manipulations autour de ce drame, est percutant, tellement que nous lui conseillons une grande prudence dans ses déplacements. Un malheur est si vite arrivé, si on en croit ce qui vient de se passer ces jours-ci encore. Le titre de ce livre remarquable, Rwanda, sous-titré « Un génocide en question » aux éditions du Rocher, qui connaît déjà un succès mérité. Alors, Bernard Lugan, quelques mots, s'il vous plaît, sur... Je voudrais d'abord saluer les membres présents, le colonel Rebardet et Jacques Hoggard. Bonjour, professeur. Voilà, très heureux de participer avec vous à cette émission. Également. On va essayer d'éclairer ce dossier, ce qui n'est pas si facile. Nous ne sommes pas seuls, il y a beaucoup de gens en face. Alors, petit survol de l'histoire de ce pays jusqu'en 1990, de période récente. Oui, très rapidement. Mais le Rwanda est un vieux royaume qui naît vers le XIIe, XIIIe siècle, qui est créé par les Tutsis, par une famille Tutsi, un clan Tutsi, les Nyiginya,
Et ce royaume va rester à peu près intact jusqu'à la période coloniale. Les Allemands ne font que passer. Et durant la période belge, les structures restent également en place, association entre l'Église catholique, le pouvoir royal et la tutelle belge. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, si l'on peut dire, jusque dans les années 1955-56, quand le souffle de la démocratie chrétienne touche l'Afrique, et que l'Église catholique et la tutelle belge décident de mettre en accord la majorité de la population et le pouvoir politique. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'Église catholique qui est au Rwanda, qui est maîtresse du Rwanda, qui est le véritable colonisateur du Rwanda, dit aux Tutsis, mais maintenant il faut instaurer le suffrage universel. Alors les Tutsis disent oui, d'accord, mais nous sommes 10% et les Hutus 90%, donc vous voulez en fait la fin de la monarchie. Nous ne voulons pas la fin de la monarchie, mais nous voulons la démocratie. Donc arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que des événements éclatent. Les Tutsis, pour essayer d'échapper à l'engrenage qui les menace, se tournent vers l'ONU, qui fait exercer la tutelle sur le Rwanda, et le mandat et la tutelle sur le Rwanda de la part de la communauté internationale, et les Tutsis vont s'appuyer sur le bloc de l'Est, le bloc soviétique, parce que les soviétiques sont majoritaires à l'ONU. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des combats à front renversé, dans lesquels nous allons voir les féodaux monarchistes Tutsis appuyés par les soviétiques contre la majorité Hutu appuyée, elle, par le clan occidental. La guerre froide perturbe absolument toutes les références. Et finalement, en 1959, poussé par la Belgique, encadré par l'Église catholique, a lieu la révolution qui fait que la monarchie est renversée, la majorité Hutu prend le pouvoir, les Tutsis partent en exil. Ils partent en exil, ils se font régulièrement massacrer entre 1959, 60, 61 et 1973. Et en 1973 a lieu un coup d'État qui met au pouvoir des militaires. Jusque-là, c'était des civils Hutus du centre du pays qui étaient au pouvoir. Ce sont des militaires du Nord qui arrivent au pouvoir avec le général Habyarimana. Et le général Habyarimana va pacifier le pays. Le général Habyarimana n'a pas du tout une vision ethniciste. Le général Habyarimana veut instaurer un système à peu près pacifique. Et de fait, entre 1973 et 1990, pendant toute la période où il est au pouvoir, le Rwanda connaît la paix. 1990, deux événements vont se dérouler qui sont très importants. D'une part, le discours de la Baule du président Mitterrand qui veut imposer la démocratie au forceps en Afrique. Et d'autre part, le retour des émigrés Tutsis qui étaient installés en Ouganda et qui, depuis des années, préparaient une guerre de reconquête en ayant infiltré l'armée ougandaise, car ne perdons pas de vue qu'en 1990, au moment où le FPR Tutsi va attaquer le Rwanda, les Tutsis constituent près de 30% de l'armée ougandaise, et près de la moitié de ses cadres supérieurs et la quasi-totalité de ses responsables des renseignements. Voilà, là-dessus, nous sommes en octobre 90, la guerre éclate, et le colonel Robardet qui était sur place pourra vous en parler mieux que moi. Merci de ce survol. Colonel Robardet, Michel Robardet, vous arrivez en 1990 dans le cadre d'accords de coopération. Quelle situation trouvez-vous sur place ? Quand je débarque de l'avion le 20 septembre 90, je suis accueilli sur le tarmac par mon prédécesseur qui me dit « Tu verras, ici c'est le paradis ». Et une semaine après, la guerre éclatait et le paradis avait très rapidement fait place à l'enfer. La situation était celle qu'a décrit Bernard Lugan. Jusque-là, les Tutsis, qui étaient restés quand même un très grand nombre à l'intérieur du Rwanda, qui représentaient 15% de la population, vivaient en paix. Le régime Habyarimana n'était pas du tout un régime oppressant, bien au contraire, il était considéré par les Hutus comme Habyarimana était considéré comme le protecteur des Tutsis, puisque les massacres des années 60 avaient cessé à partir du moment où il avait pris le pouvoir. Alors bien entendu, la majorité des fonctions régaliennes dans le pays étaient confiées aux Hutus, mais les Tutsis prospéraient économiquement, ils tenaient le commerce, ils tenaient toutes les affaires, ils tenaient les banques, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont pu en grande partie financer la rébellion qui venait d'Ouganda, où, comme vous a dit professeur Lugan, les Tutsis de la diaspora avaient installé au pouvoir Museveni en 86, et Museveni, président de l'Ouganda, s'est engagé à leur envoyer l'ascenseur et à les aider à reprendre le pouvoir au Rwanda par la suite.
quelle était la relation, je dirais, à l'intérieur de ce pays entre ces deux, dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y avait véritablement une rupture, une séparation, ou bien entre les Tutsis de Kigali et les Rwandais, les Hutus, est-ce que ça se passait sans problème particulier? Ça se passait avec d'autant moins de problèmes particuliers qu'il y avait énormément de familles mixtes. Les mariages Hutu-Tutsi étaient extrêmement fréquents et c'est Bikangwa qui passe devant les assises de Paris en est un exemple. Il est issu d'un couple mixte, son père était Hutu mais sa mère était Tutsi et il a lui-même épousé une femme Tutsi. Donc il y avait énormément de couples mixtes Hutu-Tutsi et la vie quotidienne se déroulait dans la plus grande harmonie. Donc il n'y a pas d'antagonisme palpable entre ces deux communautés. Il n'y a aucun antagonisme palpable avant l'agression de 90. À partir du moment où il y a l'agression depuis l'Ouganda menée par le FPR, qui à ce moment-là, rappelons-le, le FPR essaye de se présenter comme un mouvement pluriethnique. N'oublions pas qu'en 90, quand il attaque, le FPR est présidé par Kanyarangwe, qui est un Hutu, ancien adjoint d'Abiyarimana, qui est passé de l'autre côté. Et vous avez encore une vidéo sur YouTube où vous voyez Pasteur Bizimungu, le porte-parole du Front patriotique rwandais en 90, qui expose, je crois que c'est le 6 octobre 90, qui expose combien ce mouvement n'est pas un mouvement ethnique, mais un mouvement pluriethnique. Patrice Boissy. Oui, pour quelle raison on organise cette coopération qui se passe, si j'ai bien compris, à l'époque de Giscard, alors que nous ne sommes pas dans une zone très proche de l'Afrique francophone. Alors la coopération avec la France a été mise en place en 1975, effectivement peu après la prise de pouvoir par Abiyarimana, qui décide d'installer au Rwanda une gendarmerie sur le modèle qu'il a pu apprécier de ce qu'il a vu dans l'Afrique de l'Ouest, où il a vu que ça marchait bien en Afrique de l'Ouest selon ses critères, et il s'est dit on va mettre la même chose en place au Rwanda, puisque chaque fois qu'on change de pouvoir, on change les instruments régaliens. Il y avait jusque-là une police civile qui était plus ou moins aidée, entretenue, instruite par les Allemands. Il a décidé que ces gens étaient inféodés au régime précédent, il voulait tout changer, donc il a demandé à Giscard d'Estaing d'installer une nouvelle gendarmerie. D'accord. Mais votre mission ? Ma mission à moi était très claire, c'était de remettre un peu d'ordre dans la police judiciaire de ce pays, puisqu'il avait été constaté par le président Abiyarimana, qui était venu en France au printemps 90 sans faire la demande, entre autres, et il voulait mettre sa police judiciaire aux normes, j'allais dire, occidentales, pluridémocratiques, normales, évoluées. Et il avait demandé au président Mitterrand de lui fournir un officier de gendarmerie qui était compétent dans le domaine. J'avais eu la chance d'être désigné pour cela. Donc c'était un peu par anticipation, puisque la visite d'Abiyarimana était quelques semaines avant le discours de la Baule. C'était la mise en application par Abiyarimana du discours de la Baule avant la lettre. Et vous y êtes resté 3 ans. Et j'y suis resté 3 ans. J'ai fait beaucoup d'autres choses. Alors, pendant cette période, il y a eu évidemment quelques poussées du FPR, du Front patriotique rwandais, donc Tutsi. Du Front Tutsi. Majoritairement Tutsi. Majoritairement Tutsi. Bien qu'ayant un président Hutu. Oui. Oui, alors la guerre s'est déclenchée le 1er octobre 90. Le colonel Michel Robardet. Le 1er octobre 90, manifestement, le Front patriotique rwandais pensait faire une conquête facile. Ils sont partis la fleur au fusil. Il y a à peu près 3000 hommes qui ont débarqué à la frontière nord du Rwanda, à Kagitumba exactement. Ils étaient en uniforme de l'armée ougandaise, avec les armes de l'armée ougandaise, avec les cartes d'identité dans la poche de l'armée ougandaise, de la NRA. Et ils se sont dit, c'est une promenade de santé, les Hutus sont incapables de s'opposer à nous, on va prendre le pouvoir rapidement. Et ça a failli se faire, sauf que les Belges et les Français sont intervenus pour sécuriser la capitale, d'une part, et que d'autre part, Mobutu, le président zaïrois, a envoyé sa division spéciale présidentielle, qui, elle, a combattu sur le terrain, en particulier à Gabiro, a repoussé le FPR, l'armée patriotique rwandaise, l'armée du Front patriotique rwandais, l'a repoussé en Ouganda au 30 octobre 90, avec ceci près qu'il y avait eu, au 2 ou 3 octobre, dès les premiers jours de la guerre, la mort de Fred Rugema, qui était le patron de l'armée rebelle, qui a été tué dans des conditions qui ne sont toujours pas éclaircies 20 ans plus tard. On parle soit d'un acte de combat, soit plutôt d'un règlement de compte entre dirigeants Tutsi du FPR. C'est pas du tout clair. Donc la mort de ce chef charismatique qui était de grande valeur a sans doute pas facilité la prise de la conquête que voulait faire le FPR.
Et permis de voir émerger la figure de Kagame. Jacques Hogarth. Oui, voilà. Tout à fait. Jacques, tu as raison. Bien sûr, à la mort de Riguema, Mobutu a imposé Kagame, qui à l'époque était stagiaire à Fort Leavenworth aux États-Unis. Il a fait revenir des États-Unis en catastrophe avant la fin du stage pour prendre le commandement de l'APR. Un petit peu de manière conflictuelle avec d'autres officiers qui auraient voulu peut-être, qui se considéraient comme les dignes successeurs de Riguema et qui ont été très rapidement éliminés à leur tour. Donc Kagame, à partir de la mi-octobre 90, a mis une main de fer sur l'armée patriotique rwandaise et par conséquent sur le front patriotique rwandais. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, ce sont les renseignements qui prennent le pouvoir Le au professeur sein de Bernard l'APR. Lugan. Jusque-là, avec Fred, c'était plutôt les unités combattantes. Et à partir de ce moment-là, c'est véritablement le renseignement, car Kagame était un homme du renseignement. Voilà. Et j'ajouterais, professeur, c'est sous votre contrôle, qu'il y a un changement de stratégie importante. Fred Riguema était partisan d'une conquête rapide, extrêmement violente, de façon à éviter les mesures de rétorsion sur la population civile qu'on avait connues dans les années 60, 61 jusqu'à 66 à peu près. Et alors que Kagame, lui, va entreprendre une entreprise de conquête longue et par grignotement à partir du nord, qui va, bien entendu, laisser toute latitude aux gens qui veulent exercer des représailles sur les familles des gens du Sud. Oui, tout à fait. Alors, on en arrive à 93, fin 93, et là, les accords d'Arusha, c'est cette période-là de mémoire 1er août 93. 1er août 93. 4 août, pardon. Qui sont 4 août censés 93. établir, alors, allez-y, quelles nouvelles règles? Alors, bien avant les accords d'Arusha, si vous voulez, pour faire court, je dirais qu'il y a eu toute une série d'offensives et de cessez-le-feu, puisqu'après l'offensive de 90, il y a un premier cessez-le-feu qui a été mis en place, qui a été immédiatement violé par le FPR, qui a lancé une offensive sur Rwangeri en janvier 91. Il y a eu un deuxième cessez-le-feu qui a été mis en place après cette affaire, qui a été violé en 92 par une offensive du FPR sur Byumba, suivi lui-même d'un nouveau cessez-le-feu qui à chaque fois servait à consolider les acquis obtenus au cours des offensives, puisque jamais le FPR n'a reculé, il a simplement arrêté sur les lignes de front qu'il avait conquises. Et c'est le fait de 92 qui, à nouveau, a été violé en janvier 93 par une nouvelle offensive sur Rwangeri, et qui s'est achevée avec la paix du 4 août 93 à Arusha. Alors, ces accords d'Arusha, grossièrement, ils délimitaient quelle forme ont-ils pris? Alors, les accords d'Arusha, c'était le partage entre les Hutus et les Tutsis, en quelque sorte, pour faire simple. J'aime pas beaucoup cette expression parce que ça laisse entendre que le FPR était uniquement Tutsi et que les autres étaient uniquement Hutus, alors que c'est beaucoup plus compliqué. On a vu que il y avait un gouvernement de cohabitation qui s'était mis en place en juin 92, où il y avait un gouvernement d'opposition au président Abiy Ahmed, d'opposition interne, qui était partagé entre les Hutus et Tutsis. À peu près, il y a un certain nombre de ministres Hutus, un certain nombre de ministres Tutsis, et ces gens-là s'étaient constitués l'opposition intérieure. Et donc, il n'y avait pas une fracture aussi brutale qu'on veut le voir dans la vision manichéenne qui est propre aux Occidentaux. Il n'y avait pas d'un côté les Hutus, d'un côté tout de suite. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y avait même un de nos musiciens bien connus en France actuellement, qui est assez célèbre, qui dit que ses parents ont été massacrés par des groupes armés qu'il évite bien de préciser, alors que ses parents étaient Tutsis, ils ont été massacrés en 94, mais ils n'ont pas été massacrés par les Hutus, ils ont été massacrés par le FPR. Alors on ne le dit pas aujourd'hui parce que c'est inaudible, ça serait le gêner que de le dire, mais je suis désolé, je suis obligé de le dire pour illustrer le fait que la vision manichéenne qui est la nôtre, qu'on impose aujourd'hui en France, est tout à fait abusive. C'est la doxa officielle, voilà. Oui, non, mais je suis complètement d'accord, et je pense qu'il faut souligner cet aspect des choses. Le gouvernement de 94, en fait, de 93, n'est pas un gouvernement pro-Abiyarimana. C'est un gouvernement d'opposition intérieure. Il faut le rappeler, parce qu'il y a énormément de désinformations sur ce sujet. Voilà. Et c'est un gouvernement d'opposition intérieure qui est très majoritairement Hutu, et qui va recruter essentiellement dans des zones Hutus du centre et du sud. Et ce gouvernement d'opposition va s'allier au FPR Tutsi, parce qu'il sait qu'il ne peut pas l'emporter contre le président Hutu Abiyarimana. Alors le calcul qui va être fait, et qui va être un calcul qui va déboucher sur le drame, c'est que ces Hutus qui sont opposés à Abiyarimana vont demander au FPR d'user de sa force militaire, de sa puissance, pour les aider à renverser Abiyarimana. Et ils pensent faire une bonne affaire, parce qu'ils se disent qu'au terme du processus des accords transitoires, il va y avoir des élections. Et comme les Hutus sont entre 85 et 90%, même divisés en deux, les pro-Abiyarimana et les anti-Abiyarimana,
ils seront toujours plus nombreux que les 15% de Tutsis du FPR. Donc ils se disent, nous allons récolter les marrons du feu, nous allons faire chasser Habyarimana du pouvoir par les Tutsis du FPR, et en fin de compte, c'est nous qui allons tirer les marrons du feu. Et le calcul va se retourner contre eux. Pour illustrer ce que veut dire le professeur Bernard Lugan, je voudrais citer l'exemple des élections qui ont été organisées sous contrôle de l'ONU en zone tampon en fin 93 ou plutôt début 94, si mes souvenirs sont bons. La zone tampon, c'était cette zone qui avait été occupée brièvement par le Front patriotique rwandais lors de l'offensive sur Wanguéry de 93, dont il était censé avoir reculé, mais sans que pour autant l'armée rwandaise du gouvernement s'installe dans cette zone. Donc il y avait une zone théoriquement démilitarisée dans laquelle on a organisé ces élections. Mais cette zone démilitarisée est en fait restée sous contrôle du FPR. Les élections sous contrôle de l'ONU ont donné des résultats éclatants. Tous les maires élus dans cette zone, bien que sous contrôle du FPR, étaient des maires Hutus. Et des maires du parti du président Habyarimana. Et non seulement Hutus, vous avez raison, professeur, mais du parti du MRNDD. Non pas des Hutus d'opposition à Habyarimana. Ce sont tous des Hutus du MRND. Et qu'est-il arrivé à ces Hutus? Ils ont tous été assassinés dans le FPR dans les mois qui ont suivi. Ouais. Alors, on arrive au drame, justement, qui débute en fait avec l'assassinat du... Roger, il serait peut-être intéressant de demander au colonel Robardet de nous parler de la campagne de déstabilisation intérieure qui a été menée par le FPR. Oui. Et qui va provoquer l'exacerbation, parce que vous aviez fort bien montré tous les deux qu'en fait le clivage Tutsi-Hutu n'était pas aussi prégnant que ce que l'on disait, mais il va tout de même se produire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'exacerbation de ces haines. Et pour quelle raison? Là, le colonel Robardet est bien placé pour en parler. Alors, la déstabilisation du pouvoir de Kigali s'est faite, bien entendu, par les combats à la frontière, mais aussi par des manipulations intérieures au pays, par des escadrons infiltrés, ce qu'ils appelaient le network, l'escadron network, c'est dans le mot anglais, le FPR appelait ça le network. Il envoyait des gens qui étaient des Tutsis rwandais, dans la zone gouvernementale pour créer l'instabilité. Créer l'instabilité comment? Essentiellement par des attentats. Il y a eu entre la fin 91 et début 93 au moins 40, si ce n'est 50 attentats par des mines posées sur les routes, dans les étals des marchés, dans différents endroits, dans les taxis, qui provoquaient des dizaines de morts à chaque fois, dans des zones prioritairement choisis comme étant des zones de la population mixte ou Tutsi, histoire d'exacerber les antagonismes. Alors inévitablement, cette campagne d'attentats a été manipulée par certains pour verser l'huile sur le feu, ça provoquait des troubles interethniques. Ces troubles interethniques étaient ensuite utilisés par Kagame et le FPR pour justifier les offensives dont j'ai parlé tout à l'heure, qui déclenchaient systématiquement, au moins une fois par an, en violation de tous les cessez-le-feu. Donc il y avait une véritable planification du FPR, puisque c'est le Front patriotique rwandais qui a conduit de bout en bout cette guerre, c'est lui qui l'a imposée au gouvernement rwandais, c'est lui qui a planifié la guerre. Le gouvernement rwandais n'a fait que réagir aux agressions successives du Front patriotique rwandais, et la planification du FPR, c'était d'une part fait pression sur le front en gagnant du terrain grâce à l'artillerie qui était planquée en Ouganda, qui tirait par-dessus la frontière, lui se permettait de prendre petit à petit du terrain pour se constituer comme une opposition intérieure au Rwanda, et d'autre part, de créer l'agitation, la déstabilisation du pouvoir d'Habyarimana, en créant des troubles interethniques qui justifiaient ces agressions qui n'avaient aucune justification par ailleurs, et d'autre part, il poussait la population devant lui dans les zones conquises, de façon à envoyer 1 million de réfugiés en 93. Je crois qu'il y avait 1 million de réfugiés aux portes de Kigali, ce qui est quand même, sur un pays de 7 millions d'habitants, est assez énorme. 15% de la population vivait sous tente autour de la capitale dans des conditions sanitaires déplorables, et c'était un facteur de déstabilisation important. Une volonté de déstabiliser, de créer une tension, donc... voilà, c'est la politique de la tension. On arrive à l'assassinat d'Habyarimana. Quelques rappels des faits, peut-être, Jacob. Juste avant, il faudrait quand même dire que les accords d'Arusha de 93 transfèrent à l'ONU la responsabilité du maintien de la paix au Rwanda. Il faut le rappeler, Michel, parce que c'est important. Et un des points essentiels, à mon avis, pour le FPR, c'était que le FPR a acquis au moment des accords d'Arusha, c'était le départ de l'armée française, puisqu'elle avait bien compris que la présence de l'armée française était là pour sécuriser le pays, et que tant que l'armée française serait là, il ne pourrait pas prendre le pouvoir par la force. Il aurait pu le prendre éventuellement par la politique, parce que les Français se fichaient éperdument de savoir qui gouvernait ce pays, c'était pas leur problème. Mais on voulait que ça se passe dans le calme, et en dehors d'une effusion de sang. Donc il a bien compris que
prendre le pouvoir par la force tant que l'armée française est présente. Il n'en est pas question. Donc il a exigé des accords d'Arusha que l'armée française se retire. Et la France a accepté ça. Elle ne pouvait pas s'opposer à ce qu'il y ait des accords signés. C'est une condition sine qua non pour FPR. Donc la France partant, l'ONU prend en charge la sécurisation du pays par une mission de l'ONU, la MINUAR, qui était relativement volumineuse, de plusieurs milliers d'hommes, infiniment supérieure à tous les effectifs que la France avait mis en place pendant 3 ans, et en particulier, dont le cœur de cette MINUAR était un bataillon belge de 800 hommes, je crois, qui était le cœur du dispositif, le cœur efficace opérationnel du dispositif. Le reste étant constitué de troupes de moindre valeur, disons-le, comme les Bangladesh et autres. Ouais. Alors, l'assassinat d'Habyarimana, rappel des faits. Rappel des faits. 6 avril 1994, le président Habyarimana et son homologue burundais, il faut le rappeler parce que c'est souvent oublié, Hutu comme lui, reviennent d'Arusha, précisément pour une nouvelle séance de négociation. Et leur avion se présentant au-dessus de Kigali à la nuit tombante est victime d'un tir de missile abattu. Et c'est donc l'assassinat des 2 présidents, rwandais et burundais, qui déclenchent en fait et des pilotes français. Et des pilotes français, on l'oublie aussi bien sûr, de l'équipage français du Falcon présidentiel, qui plonge le pays dans d'abord la stupéfaction et l'anarchie la plus totale. Et c'est le début en fait des massacres que l'on va baptiser du terme de génocide. Nous, les Français, le premier, dans la bouche d'Alain Juppé, quelques semaines plus tard, qui était alors ministre des Affaires étrangères, et c'est le démarrage de la période, je dirais, la plus visible, mais pas la moins contestée. Ce qu'il faut dire également, et qui est fondamental, c'est que le président Habyarimana est assassiné vers 18h30, et dès 20h, 20h30, 21h, depuis la zone adossée à l'Ouganda, l'armée du FPR se met en marche. Absolument. Et les colonnes du FPR progressent, et les premiers combats ont lieu dans Kigali, au petit matin, à 5h45. Alors il faut rappeler qu'il y avait effectivement un bataillon du FPR, au terme des accords d'Arusha, prépositionné dans Kigali, dans l'ancien Parlement. Alors ce qu'il y a de très important, c'est de voir qu'il y a une concordance absolue entre le moment où l'avion d'Habyarimana est frappé par ces missiles et le moment où l'ordre est donné à l'APR, la force armée du FPR, de se mettre en marche. Et il a été largement montré à Arusha, parce qu'il y a eu des journées entières d'audience qui ont été consacrées à cela, avec les experts militaires qui sont venus témoigner, expliquant qu'il n'était pas possible de lancer une telle offensive sans préparation antérieure, avec stock de munitions, avec étapes relais, etc. Donc il y a véritablement une entreprise militaire organisée et qui est programmée, qui se met en marche dans les minutes qui suivent la mort du président Habyarimana. Oui, c'est simplement pour dire, mon cher Bernard, que il faut le rappeler aux auditeurs que la paternité de cet attentat revient évidemment au FPR, contrairement à ce que certains médias et notamment le gouvernement rwandais d'aujourd'hui veut nous faire croire. Alors, ce qui est très important à ce sujet, moi je ne vais pas dire cela de la même manière, je ne dirais pas d'une manière aussi abrupte, mais je dirais que devant le TPIR à Arusha, il a été démontré que l'arme du crime n'était pas entre les mains des forces armées rwandaises, mais était entre les mains du FPR. Il a été largement démontré que l'armée rwandaise ne possédait pas les missiles qui ont abattu l'avion du président, mais qu'en revanche, ces missiles étaient largement possédés par le FPR, qui les avait reçus en dotation de l'Ouganda, et nous avons la traçabilité complète de ces missiles, nous avons les numéros, etc. Donc nous savons très bien que ces missiles étaient aux mains du FPR. Oui, j'ajouterais 2 choses. La première, c'est que cet attentat entre tout à fait dans la planification que j'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle
une période de paix, suivie par un ou plusieurs attentats qui provoquent des troubles interethniques et qui justifient l'offensive du FPR. 94, c'est vraiment l'exemple type de ce qui s'est passé, la répétition de ce qui s'est passé en 92, de ce qui s'est passé et ce qu'espérait Kagame. Deuxième chose, le professeur Bernard Lugan a parfaitement raison de dire que le FPR possédait ces missiles. D'ailleurs, il avait abattu plusieurs aéronefs au cours de la guerre précédente, dès 90. Il a abattu un avion de reconnaissance d'une part et d'autre part un hélicoptère armé en phase opérationnelle. Alors quand on sait comment travaille un hélicoptère armé en phase opérationnelle, une gazelle armée de roquettes de 30 mm qui défile, qui profite tous les rideaux pour passer un défilement de terrain, etc., qui est absolument imprévisible sur le terrain. Quand on est capable d'abattre un hélicoptère opérationnel en phase opérationnelle, c'est un jeu d'enfant que d'abattre un avion de ligne, surtout quand on sait d'où il vient, d'où il va. Et le FPR, ceux qui voulaient abattre cet avion étaient parfaitement renseignés sur sa provenance, sur sa direction, d'autant qu'on avait fait fermer un axe d'approche de l'aéroport de Kigali. On avait pris soin d'interdire un des deux axes d'approche de façon à être sûr qu'il arriverait bien du côté où on l'entendait. Mais il y a également dans votre livre, Bernard Lugan, suffisamment de témoignages qui vont dans le même sens et qui étayent tout à fait cette... Et je vais m'aller au-delà. Changeons le paradigme. Que se passe-t-il? Les accords d'Arusha sont des accords qui sont très favorables au FPR. Alors, le régime de Kigali dit « Mais nous n'avions pas intérêt à abattre Habyarimana, puisque les accords d'Arusha nous étaient tellement favorables. Nous sommes 15% et l'on va nous donner quasiment 50% de l'armée, de la gendarmerie, etc. Donc, nous n'avions pas intérêt à abattre Habyarimana. » Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'au terme de la période transitoire, il allait y avoir des élections au suffrage universel sous le contrôle de l'ONU. Et ces élections allaient être perdues par le FPR. Alors, au moment où le FPR a signé les accords d'Arusha, il ne pensait pas qu'il pouvait les perdre, parce qu'il avait des alliés Hutus dont nous avons parlé tout à l'heure. Or, à force de poser des mines, à force de lancer des grenades sur les marchés, à force de faire de la provocation, une grande partie des Hutus qui étaient alliés au FPR finit par se rendre compte qu'ils sont les dindons de la farce. Et ils se retournent et ils regagnent le camp du président Habyarimana. Ce qui fait que dans les semaines qui vont précéder l'attentat, le FPR a perdu la quasi-totalité de ses alliés Hutus. Ce qui fait que le grand vainqueur de la situation, c'est le général Habyarimana. D'ailleurs, le général Habyarimana fait tout pour accélérer le processus d'Arusha, car il a intérêt à ce que toutes ces institutions se mettent en place pour que l'on en arrive le plus rapidement possible au terme du processus, c'est-à-dire au suffrage universel. Ce qui fait qu'à un certain moment du mois de février-mars 1994, le FPR est devant le calcul suivant. Nous avons combattu pour le roi de Prusse. C'est-à-dire que ces accords d'Arusha vont permettre à Habyarimana de renforcer sa légitimité et en plus sous couvert de l'ONU. Donc, il faut un prétexte pour reprendre la guerre, car la seule force du FPR, c'est la force militaire. Il faut un prétexte pour reprendre la guerre, et le prétexte va être donné par la mort d'Habyarimana. Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Roger Savoureau, dont je vous rappelle le thème d'aujourd'hui, Rwanda, à qui profite le crime? Nos invités sont le colonel Michel Robardet, le colonel Jacques Audard et le professeur Bernard Lugan. Une question pour le colonel Hogar, à laquelle nous allons répondre. Un auditeur demande le titre de son dernier livre paru chez Hugo. Il s'agit de « L'Europe est morte à Christina », Guerre au Kosovo 1999, parution fin avril, début mai. Sinon, il y avait aussi celui que vous avez noté, Les larmes de l'honneur. Les larmes de l'honneur qui parle du Rwanda. Aux mêmes éditions, Hugo. Mêmes éditions chez Hugo. Bien, cette période-là, voire en particulier, je dirais, est très tout à fait surprenante. Les massacres commencent. Il y a une force de l'ONU qui est sur place. Et d'une façon très curieuse et qu'il faut expliquer, cette force se replie et s'en va. Comment expliquer ça? C'est absolument extraordinaire. J'ai moi-même beaucoup de mal à le comprendre, expliquer. J'avoue que j'étais plus au Rwanda en 93, mais je connaissais assez. Je suis parti en 93, donc j'étais plus en 94. Enfin, je connaissais assez bien la situation. Je pensais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles avec un bataillon de 800 hommes. Je ne parle pas des troupes, j'allais dire, auxiliaires. Je parle des 800 Belges. Ces 800 Belges auraient été bien commandés, et ils étaient bien commandés par un officier belge, mais ils étaient commandés aussi par un général canadien. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir fait appel à ma culture militaire
militaire, à mes années de formation, de service comme officier, etc., j'en arrive à une seule conclusion possible. Le général Dallaire avait une mission officielle qui était celle qu'on connaît tous, et il avait, très vraisemblablement, une lettre d'instruction personnelle et secrète, qu'on ne connaîtra jamais par définition puisqu'elle est secrète, qui lui donnait pour instruction d'amener le FPR au pouvoir. Il n'est pas possible d'expliquer le comportement de cet officier général sans cette lettre d'instruction personnelle et secrète. C'est ma conviction personnelle. Jacques Hoggard. Et qui est renforcé, mon colonel, qui est renforcé par le témoignage du supérieur du général Dallaire, qui est M. Roger Boubou, qui était le chef supérieur de la mission de l'ONU, qui dans son livre le dit clairement. Et corroboré par son second, le colonel Luc Marchal, belge lui-même. Et qui est corroboré également par le numéro 2 du service de renseignement de l'ONU, le capitaine sénégalais Démé. Absolument. Et on peut mettre en parallèle cette action de ce général canadien avec ce que sera l'action un peu plus tard de la procureure de TPIR canadienne elle aussi, Louise Arbour, qui enterrera toutes les enquêtes sur l'attentat du 6 avril 1994 qui a causé la mort de 2 présidents africains et qui a déclenché le génocide, qui enterrera cette enquête donc dès qu'il apparaîtra que les preuves de culpabilité du FPR sont là. Et troisième parallèle, quand on regarde après quel a été l'interventionnisme des compagnies canadiennes dans l'exploitation des mines du Congo et des affaires juteuses qui ont été permis par la conquête du pouvoir par Kagame et par les offensives au Congo, les Canadiens se sont taillés la part du lion là-dedans. Il y avait véritablement un contexte géopolitique et économique qui favorisait cette attitude du général Dallaire. Ce qui est évident, c'est que Dallaire qui a écrit un bouquin intéressant qu'il faut lire, parce que c'est une comment dirais-je, un plaidoyer, mais qui est lourd contre lui, oui, qui est lourd je dirais, de sentiments profonds. Il doit pas bien dormir toutes les nuits, je pense, Dallaire. Mais il a fait une dépression nerveuse. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il avait choisi son camp, et il n'est pas possible qu'un général en commandement d'une force de l'ONU accepte de se laisser déposséder de 9/10 de ses effectifs au moment où ça brûle de partout. On a connu une situation identique quelques années plus tard au Kivu avec un général espagnol, le général de Villegas, de mémoire, qui a remis immédiatement son commandement entre les mains de l'ONU en disant « Je ne peux pas cautionner une telle décision. Elle est absolument contraire à tous les intérêts élémentaires et au succès de la mission que je suis censé assumer. » Voilà. Donc Dallaire, c'est certain, je ne sais pas s'il avait une instruction personnelle et secrète, mais en tout cas il travaillait pour des intérêts propres, qui étaient ceux de son pays certainement, et qui l'ont conduit à choisir délibérément le camp de Kagame. C'est une notoriété publique. Il y a un certain nombre d'écoutes qui ont été réalisées, un certain nombre de preuves qui ont été obtenues de sa collusion avec Kagame à l'époque. Le plus bel exemple, 3 jours avant l'attentat du 6 avril, les ambassadeurs se réunissent avec le président Habyarimana pour faire part d'informations qu'ils ont reçues des services de renseignement de l'ONU disant que depuis l'Ouganda, une offensive est en train de se préparer. Dallaire a reçu la veille le télégramme de son homologue qui commande la force de l'ONU en Ouganda avec la liste du matériel, avec le nombre de camions, etc. Et Dallaire ment en disant « mais c'est totalement faux, ce document n'existe pas, Kampala ne m'a absolument pas signalé qu'il y avait une offensive en préparation ». Donc il ment délibérément. Et ceci a été mis en évidence devant le TPIR. Oui, c'est prouvé. Dallaire a passé un très 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 sale moment devant le TPIR. Il a été cuisiné, il s'est effondré comme une véritable loque devant le TPIR lors du procès du colonel Bagosora. Moi, j'ai longuement travaillé sur la question, j'étais sur place une partie du procès, et c'était pitoyable. On est bien d'accord. Alors, il y a eu ensuite l'intervention française, puisque je rappelle qu'au moment de ce massacre, de cet assassinat d'Habyarimana, il y avait 24 coopérants français présents à Kigali.
Oui. Au Rwanda. Au Rwanda. Au Rwanda et à Kigali, je crois que les deux sont convenables. Tous les coopérants avaient de mémoire été regroupés à Kigali depuis l'offensive de 93 de Rwenzori. Oui, donc dans le cadre des accords d'Arusha d'août 93, il a été décidé que les forces françaises se retirent. Donc se retire d'une part la force Norois, qui était composée d'environ 2 compagnies, 3 quelquefois quand on montait en puissance parce qu'il y avait un problème, mais en moyenne 2 compagnies de combat qui étaient là pour sécuriser les expatriés français qui vivaient au Rwanda. Cette opération Norois se retire le 15 décembre 1993 et avec elle se retirent tous les détachements d'assistance militaire et d'instruction qui avaient été mis en place depuis 1991 à peu près pour former collectivement l'armée rwandaise. Les formations individuelles, les formations initiales des officiers, des sous-officiers, voire des commandos, étaient assurées par l'armée belge, par les coopérants belges. Il y avait une coopération militaire belge extrêmement importante qui a perduré jusqu'en 1994. La France est intervenue pour former des spécialistes, hélicoptères, parachutistes, blindés, et puis à partir de 1991 pour reformater un petit peu les unités de combat qui manquaient de cohérence, de cohésion. Donc ces détachements d'assistance militaire d'instruction ont quitté le Rwanda en 15 décembre 1993 en même temps que nos rois, et il restait donc un dispositif d'assistance militaire classique qui était grosso modo du même volume que celui de 90, c'est-à-dire qu'il y avait des gendarmes, il y avait des parachutistes, des blindés, et puis c'est à peu près tout de mémoire. Voilà, on était donc toujours dans l'encadrement des forces techniques, alors que la formation générale, l'école des sous-officiers de Boutaré, le centre commando de Bigowé et l'école supérieure militaire de Kigali étaient toujours tenus par les Belges. Il y avait les Allemands également. Il y avait déjà une petite coopération allemande qui n'était pas opérationnelle, qui s'occupait de la réparation des véhicules et de l'entretien des bâtiments. Ils étaient une demi-douzaine d'Allemands, mais il n'y avait pas un côté, c'était des militaires, mais ils étaient dans le logistique, dans le soutien logistique et non pas dans le combat. Alors, un des axes d'attaque actuels contre notre intervention là-bas, c'est évidemment l'opération Turquoise. Oui, avant de dire ça, c'est important parce que c'est relié directement à ce qu'on vient de dire. Un des axes récurrent d'attaque, c'est que la France a participé au génocide et au déclenchement du génocide. On raconte ici et là dans des gazettes on va y venir. Complètement folles que des soldats français ont participé à l'arrestation des Hutus sur les barrages, etc. Tout ça est tellement faux que nous étions partis le 15 décembre 1993 et que nous nous sommes revenus pour la première fois pour une opération d'extraction de ressortissants, l'opération Amaryllis, en avril, juste après les événements qu'on vient de décrire, l'assassinat des 2 présidents. Et l'opération Amaryllis, comme le dernier des coopérants militaires français est resté au Rwanda, ont quitté le territoire, le Rwanda, le 14 avril 1994. Ouais, donc. À partir du 14 avril 1994 jusqu'au retour de l'opération Turquoise, il n'y a pas un seul militaire français au Rwanda. C'est dire combien ces accusations sont fantasmatiques. Fantasmatique. Alors, le Turquoise, Jacques Hoggard, Colonel Hoggard. Alors Turquoise, c'est une opération qui est déclenchée fin juin. C'est important parce que, évidemment, c'est l'axe d'attaque principal contre la France. Absolument. C'est une résolution de l'ONU dont le numéro m'échappe à l'instant, qui permet l'intervention française et internationale au Rwanda, mais qui est déclenchée fin juin. Or, je rappelle les massacres auxquels tout le monde peut assister grâce aux moyens modernes de télévision notamment depuis le mois d'avril, se déroule et je dirais devant l'indifférence ou l'impuissance de la communauté internationale, entre guillemets, qui ne bouge pas. Tous les efforts français en particulier pour intervenir et faire cesser ces massacres sont à l'époque battus en brèche, repoussés par l'ONU, avec derrière le spectre des États-Unis d'Amérique. Il faut quand même le rappeler. Il faut bien le dire, ça, très fort. Il faut le dire très fort. Donc, la France est la première à parler de génocide à la bouche d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, et elle est en régime de cohabitation, il faut le rappeler à l'époque. François Mitterrand a comme Premier ministre Édouard Balladur et un certain nombre de ministres, François Léotard, ministre de la Défense, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Sarkozy aux finances. Sarkozy comme porte-parole du gouvernement, tout à fait exact. Michel Roussin, ministre de la Coopération, etc. Bon. Et
c'est ce gouvernement qui va avoir à traiter l'intervention française au Rwanda. Et là, il y a deux manières de voir, c'est vrai. Il y a la manière de voir de François Mitterrand et la manière de voir d'Édouard Balladur. Et puis des ministres derrière qui ne sont pas forcément d'accord, nécessairement avec leur Premier ministre. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette opération turquoise va consister à mettre en place, à jeter, je dirais, un élément au Zaïre, à la frontière du Rwanda, à Goma précisément, avec une base plus au sud à Bukavu, côté Zaïre, face à la ville de Cyangugu, et à partir de laquelle on va imaginer des scénarios différents. Finalement, celui qui sera retenu et avalisé par l'ONU, c'est celui de créer une zone humanitaire sûre, grande comme la superficie de deux préfectures, hein, la préfecture de Cyangugu et la préfecture de Kibuye plus au nord, adossée au lac Kivu. Et cette zone humanitaire sûre est censée, c'est un concept parfaitement critiquable, hein, est censée être une zone, un havre de paix pour les populations qui veulent s'y réfugier et où on interdira évidemment tous les massacres et on procédera au désarmement de tous les gens qui viennent à s'y trouver, quelles que soient leurs origines et leur rattachement, je dirais, ethnique et militaire. Et donc c'est ce qui va se passer à partir du début du mois de juillet 94. Le seul problème, c'est qu'il y a encore un gouvernement Hutu, issu, je dirais, des événements précédents, à Kigali, qui va voir la prise de Kigali survenir le 7 juillet de mémoire, et ensuite qui va prendre la fuite et se réfugier essayer de se réfugier dans les pays limitrophes. Et pour ce qui me concernera, moi personnellement, je verrai arriver le président de l'Assemblée nationale, président de la République par intérim, et le ministre des Affaires étrangères, qui traverseront ma zone, viendront se réfugier à Cyangugu, et auxquels il faudra que je dise qu'ils ont 24 heures pour partir, parce que il était évidemment hors de question que ces gens-là se servent de la zone humanitaire sûre comme sanctuaire, comme possibilité d'échapper au sort inéluctable qui était le leur, qui était de fuir et puis d'être éventuellement ensuite rattrapés par leurs actes, si actes il y avait. Mais à ce moment-là, nous ignorions tout de tout ça, bien sûr. Ça a été découvert au fur et à mesure. Donc cette opération turquoise se termine 2 mois après. Elle se termine donc 2 mois jour pour jour, le 21 août. En fin d'après-midi, il n'y avait plus un seul soldat français au Rwanda. Nous avions repassé la frontière du Zaïre, laissant la main, si je puis dire, à la deuxième séquence de la MINUAR, cette fameuse mission des Nations Unies au Rwanda, dont Michel Robardet a parlé tout à l'heure, et qui a connu l'échec en fait du 6 avril et des événements qui ont suivi. Cette MINUAR discréditée a été remise en place, réactivée fin août pour suppléer le départ de l'armée française. Voilà. Question. Simple question. Non mais outre la zone de sécurisation, on n'intervient pas, nous, sur le terrain. Le mandat de Turquoise est très clair. Après, on peut en discuter, on peut juger qu'il est bon, qu'il est mauvais, ça c'est autre chose. Le mandat est un mandat de stricte neutralité. Il est hors de question que nous partions en guerre contre qui que ce soit. Ça, c'est dans les ordres, dans l'ordre initial d'opération. Ce sont dans les ordres qui sont répétés en permanence. Notre rôle est vraiment d'intervenir contre les fauteurs de massacres, les fauteurs de troubles, d'essayer de ramener un minimum de paix et de concertation pour que le pays continue à vivre et essaye de redémarrer sur des bases, je dirais, de vie normale. C'est à ça qu'on va s'employer pendant 2 mois, dans des conditions difficiles, et non sans un certain succès, mais un succès éphémère bien sûr, puisque à partir du moment où nous allons partir, on s'en doutait bien d'ailleurs, y compris, c'est une responsabilité vis-à-vis des Rwandais
biens, des justes Rwandais, si je puis dire, qui nous ont aidés, on savait bien que ces gens-là allaient se retrouver confrontés à un système politique qui était celui du FPR et qui n'était pas un système particulièrement démocratique et tendre. Hein. Donc ça c'est l'aspect... mais bien entendu, notre mission était une mission de neutralité. On n'avait pas à choisir entre les différents partis. Alors on a été amené à taper sur les uns comme sur les autres, dans les faits. Oui, je voudrais dire que, contrairement à un procès qui est fait trop fréquemment à l'opération Turquoise, elle n'a pas du tout permis aux génocidaires de s'exfiltrer vers le Zaïre. Bien au contraire, j'ai eu l'occasion de consulter, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, les archives du War College à Carlisle, aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et j'ai trouvé dans ces archives que les Américains ont mis spontanément à ma disposition, comme ils savent le faire dès lors que vous intitulez un peu comme chercheur. Ils m'ont mis ces archives à disposition. J'ai trouvé un télégramme diplomatique qui avait été rédigé par Madame Joyce Leader, qui était la chargée d'affaires américaine, que je connaissais un peu parce qu'elle était le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis à Kigali en 93, et j'avais participé avec elle aux accords d'Arusha, à la préparation des accords d'Arusha. Et donc, après le départ de l'ambassadeur des États-Unis en 94, en plein génocide, c'est elle qui était restée comme chargée d'affaires. Et dans son télégramme diplomatique, elle explique très clairement que l'inquiétude des États-Unis, comme de la Minuar, est qu'au départ des troupes françaises, il y a un afflux de réfugiés qui ont été fixés dans la zone de sécurité de Turquoise, que ces Rwandais partent au Zaïre. Et il y a tout un tas de montages. En particulier, il avait été question de prolonger le mandat de l'opération française de 8 jours pour permettre aux troupes de l'ONU qui devaient qui devaient vous succéder, qui étaient, je ne sais plus si c'était des Mauritaniens ou des Bangladesh. Les Éthiopiens, pour permettre aux Éthiopiens de prendre les consignes, et de vous relever dans de bonnes conditions. Donc on trouve ça très bien à Carlisle dans les archives du War College, télégramme diplomatique incontestable de Madame Joyce Leader, chargée de mission chargée d'affaires des États-Unis à Kigali. Non, sur Turquoise, il y a eu toutes les accusations possibles qui ont été formulées. En particulier que Turquoise visait à mettre la main sur des archives françaises qui auraient pu être oubliées sur place, ou visait à protéger des intérêts français, ou visait à exfiltrer des personnalités rwandaises qui auraient été un petit peu mouillées avec la France dans la préparation du génocide, etc. On est toujours dans ces fantasmes et ces accusations rocambolesques. Voilà. Alors, ceci étant, juste après cette opération Turquoise, démarre, peut-être même anticipe, des campagnes absolument délirantes contre notre pays et plus particulièrement contre notre armée. Alors, est-ce qu'on peut recenser toutes ces attaques? C'est très long, j'imagine, mais en faire un inventaire essentiel. Peut-être. Qui fait ça? Bernard Lugan Non, mais le colonel Robardet. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que ces attaques vont devenir excessivement virulentes à partir du moment où le juge Bruguière va lancer ses mandats d'arrêt internationaux contre ceux qu'il considère être les complices de l'assassinat du général Habyarimana, c'est-à-dire les proches du président Kagame. C'est à partir de ce moment-là que le régime de Kigali va multiplier les documents, les manœuvres, etc. Et là, on va avoir des salves régulières qui vont être portées et tirées par un certain nombre de journalistes européens abusés ou complices. Il faut quand même dire un mot de survie pour commencer, parce que moi, je me souviens qu'en octobre 1994, à peine rentré du Rwanda, dans une grande librairie de Marseille, au Prado, j'ai eu la stupéfaction de trouver un ouvrage exposé en librairie, dans la vitrine de cette librairie, dont le titre j'ai acheté évidemment, France, complicité de génocide, écrit par un certain François-Xavier Verschave, qui est mort depuis, paix à son âme, et qui condense dans ce livre tous les fantasmes qui depuis servent d'accusation récurrente contre la France et contre l'armée française en particulier, sur leur rôle supposé au Rwanda. Et ce livre est sorti en octobre 1994, c'est-à-dire quasiment immédiatement après les
les événements. Et là aussi, je peux pas ne pas penser qu'il n'y a pas une orchestration générale des choses, car moi je me souviens, à ce moment-là, ça m'a frappé, je me suis dit, on est au début de l'histoire, ça ne va faire que commencer. Et quand j'ai vu, alors François-Xavier Verschaff était le président d'une organisation qui s'appelle Survie, dont on pourra reparler, et je laisserai volontiers la parole à mon voisin pour vous la définir. Mais quand on a vu qu'en 95-96, c'est dans les colonnes du Figaro, oui, du Figaro, vous n'avez pas rêvé, sous la signature de Patrick de Saint-Exupéry, qu'on voit reprises les mêmes accusations contre la France et l'armée française. Alors là, c'est sidérant, c'est révoltant, et ça donne envie à ce moment-là de ruer dans les brancards et de ne pas pouvoir accepter qu'on puisse mettre sur la place publique des mensonges. Alors, voilà. C'est une opération qui est directement organisée par un service étranger, probablement par certains de nos bons alliés d'outre-Atlantique. Le but est le suivant. Le but est d'évincer la France de cette région des Grands Lacs, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Et le but est second, il faut faire tomber Mobutu et il faut faire tomber le Zaïre. Et en discréditant l'armée française, en incapacitant l'armée française, en disant n'importe quoi sur l'armée française, l'on espère que l'on va pouvoir bloquer toute possibilité de réaction pour le jour où la déstabilisation de Mobutu va intervenir. Et ce plan va réussir. Car quand Mobutu va être déstabilisé par le Rwanda et par l'Ouganda, encadré par les États-Unis, et qui vont se lancer à la conquête du Zaïre, la France ne pourra pas bouger parce qu'elle aura ce mensonge incapacitant de cette soi-disant responsabilité dans l'affaire du Rwanda. Donc c'est un plan tout à fait bien monté en 3 temps. Premier temps, on déstabilise le principal allié de la France dans cette région qui est le Rwanda. Dans un deuxième temps, on prend le pouvoir au Rwanda. Et dans un troisième temps, on fait basculer le Congo de façon à ce que le Congo-Zaïre soit dans une phase d'anarchie et que l'on puisse tranquillement exploiter, pour le compte des compagnies canadiennes notamment et américaines, les richesses qui partent depuis le lac Albert et qui vont jusqu'au lac Tanganyika. Et le premier temps avait commencé dès le printemps 93 par une pseudo-enquête de pseudo-organisation des droits de l'homme, dont la FIDH, que l'on retrouve aujourd'hui au procès de Sémi Kangwa comme partie civile. Les droits de l'homme, hein. Et qui avait rédigé un rapport, la Fédération internationale des droits de l'homme, oui merci, qui ont rédigé avec 4 autres associations non gouvernementales, un rapport qui a été divulgué en 1993 et qui est le socle sur lequel s'est appuyée la campagne médiatique qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est pratiquement les mêmes parties civiles qu'on retrouve aujourd'hui au procès de Sémi Kangwa. Quel est le discours principal de ce rapport? C'est premièrement la diabolisation du président Habyarimana, qui est accusé de tous les crimes qui se passent sur son territoire, alors qu'on l'a vu, c'est Kagame qui est l'initiateur de toutes les opérations militaires et que lui, il se défend comme il peut. Et deuxièmement, l'impunité absolue de Kagame qui est mise en place dès 93 par ce rapport, puisque les enquêteurs ont fait mine de ne pas voir que Kagame et ce FPR commettaient des crimes dans la zone nord. Ils ont consacré tous leurs efforts sur la zone sud. Voilà, donc à partir de là, vous verrez que le plan de communication, de déception, de manipulation, d'intoxication, comme ça, va se développer et qu'on est aujourd'hui encore sur la base de ce rapport de 93, puisqu'on parle encore d'escadron de la mort alors qu'on sait qu'il n'y en a jamais eu. On parle encore d'Akazu alors que Twajir Mungu, Christophe Fizi et autres ont expliqué que c'était un terme qu'ils avaient eux-mêmes inventé, etc., etc. On reste sur le discours de 93 et on refuse d'apprendre tous les acquis qu'on a eu depuis 20 ans au tribunal pénal international pour le Rwanda. Radio Courtoisie. Rwanda, à qui profite le crime? C'est le thème du libre journal de Roger Saboureau, dont je vous rappelle nos invités, le professeur Bernard Lugan, le colonel Michel Robardet et le colonel Jacques Hogar. Monsieur Hogar avait cherché le numéro de la résolution et un auditeur nous dit que c'est la résolution 929. Exactement. Voilà, du 22/6/94. Merci beaucoup. monsieur. Voulez-vous être assez aimable, nous dit un auditeur, pour transmettre à monsieur Saboureau le communiqué joint? Je ne sais pas si monsieur Saboureau veut le transmettre. C'est un peu long pour transmettre, merci cependant, mais c'est un petit peu long dans le cadre de cette émission. Merci.
Une autre question. Bonjour, pour parler clairement, derrière cet officier canadien, y avait-il des Américains ? Bonne question. Alors, oui, on peut penser que je pense qu'il y avait une espèce d'entente anglo-saxonne, puisque il y avait les Américains, il y avait aussi les Anglais. À quel moment sont-ils arrivés et dans quel ordre, je ne peux pas l'affirmer. Les Américains ont dû arriver un petit peu tard, encore que on sait qu'ils étaient très présents dès la nuit du 4 octobre 90, puisque la manipulation de la nuit du 4 octobre 90, dont on n'a pas parlé ici, mais que les connaisseurs du dossier connaissent, une fausse attaque de Kigali dès le début de la guerre, c'est parti de l'ambassade des États-Unis qui a annoncé à tout le monde, bien en début de matinée, que il y aurait une attaque dans le cours de la nuit. On retrouve les États-Unis très présents le 6 avril 94, en ce sens que l'attaché de défense américain, qui n'était pas résident à Kigali, mais qui était au Cameroun ou je ne sais plus où, est arrivé dans l'après-midi du 6 avril brutalement à Kigali pour évacuer ses ressortissants, et que d'autre part, il y avait un bataillon de Rangers qui avait été préposé depuis peu au Burundi, à Bujumbura. On ne sait pas exactement pourquoi. Donc les Américains étaient présents là-dessus. Quant aux Anglais, les Anglais, on les trouve en permanence, puisque Carbonare, président de survie, qui se livre à la manipulation avec Janvier Africa en printemps 93, dont je parlais un instant, était, si l'on en croit Pierre Péan dans son livre Noir Fureur, Blanc Menteur, un agent des services britanniques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on retrouve enfin les Anglais, très récemment, dans les montages des expertises bidons qui ont été opérés par des agents des services britanniques au profit du Rwanda et qui ont dressé le rapport Mutsinzi sur l'attentat, sur le faux rapport, enfin le vrai rapport sur la fausse version de l'attentat du 6 avril 94. Donc il y a incontestablement une entente anglo-saxonne. Je ne sais pas si elle s'étend ou elle s'étendait jusqu'à peu de temps, jusqu'à l'Afrique du Sud, puisque en Afrique du Sud, vous savez qu'il y a un général qui s'appelle Diamboisa, ancien général de Kagame, qui est réfugié là-bas. Il paraît que le juge Trévudic, qui est chargé d'enquêter sur l'enquête du 6 avril, doit entendre ce général depuis plusieurs mois. Il aurait formulé une demande d'entraide judiciaire pour pouvoir entrer là-bas. Les autorités d'Afrique du Sud n'auraient pas répondu. Mais on s'aperçoit que les attentats contre ce officier général se multiplient et que les relations, du fait de ces attentats, entre le Rwanda et l'Afrique du Sud ont tendance à se compliquer. Relations entre l'Afrique du Sud et le Rwanda qui se compliquent, mais aussi entre l'Afrique du Sud et le Burundi, puisqu'il paraît que les diplomates burundais, qui eux aussi sont Tutsis, participaient à cette affaire, puisqu'il y en a un qui a été expulsé. Et je voudrais dire, ça me donne l'occasion de dire que les événements qui se sont passés au Burundi entre 90 et 93 n'ont jamais été sans influence sur le comportement des Rwandais. Bien au contraire, il y avait des milliers de réfugiés Hutus au sud du Rwanda. Le premier président Hutu qui avait été élu au Burundi a été assassiné par les Tutsis du FE2 de son armée en octobre 93. Ça a contribué à faire monter la tension au Rwanda. Et le deuxième président burundais, et lui aussi Hutu, est mort dans l'avion avec le président Habyarimana. Donc on ne parle pas suffisamment des événements du Burundi dans cette affaire rwandaise. Je viens d'avoir l'occasion de le faire. Merci. Finalement, la démocratie ne réussit pas à ces pays d'Afrique. Ça, c'est un débat. On laisse parler le professeur Lucan. Oui, mais ça, nous sortirions du débat. Oui, alors ce qui est intéressant également à propos des anglo-saxons, il faut bien voir que le tribunal pénal international pour le Rwanda qui s'est tenu à Arusha, qui siégeait à Arusha, ne s'est à aucun moment intéressé au cas Kagame et aux responsabilités concernant l'assassinat du président Habyarimana. Parce qu'il faut bien voir que ce tribunal pénal international est une création du Conseil de sécurité, et chaque fois qu'il y a eu une tentative d'avancée dans ce domaine, eh bien, au Conseil de sécurité, les Britanniques et les États-Unis ont bloqué toute avancée. Ce qui fait que le procureur du TPIR, qui a soi-disant avait soi-disant un dossier énorme sur son bureau concernant les vraies responsabilités en cet attentat, n'a jamais lancé de procédure à ce sujet. Et ceci est tout à fait fondamental. Et vous parliez tout à l'heure du début d'enquête. En fin 94, début 95, il y a eu une enquête qui a été initiée par l'ONU pour essayer de savoir qui avait assassiné le président Habyarimana. Et dès début 95, les enquêteurs australiens, aidés par un capitaine sénégalais qui était auparavant le numéro 2 des renseignements de l'ONU et qui ensuite passe dans cette commission d'enquête, identifient les responsables, selon eux. Et ils disent que c'est l'entourage de Kagame. Et ils ont même identifié 3 des membres du commando. Et à ce moment-là, le rapport est remis au TPIR, c'est le rapport
dit Hourigan, et ce rapport est enterré, on n'en parle plus. Et il va falloir attendre les années 2000 pour qu'un journal canadien dans l'Ontario sorte ce rapport Hourigan, et à la suite de cela, le juge Bruguière va demander au TPIR de lui remettre un exemplaire de ce rapport. Le TPIR va refuser. Le juge Bruguière va tout de même réussir à avoir une copie de ce rapport. Le juge Bruguière va convoquer à Paris Monsieur Hourigan, qui était l'auteur de ce rapport, pour lui demander si c'est bien lui qui a fait ce rapport, et Hourigan va le confirmer. Le capitaine Démé probablement également aussi. Ce qui fait que nous avons là une manœuvre d'obstruction qui est tout à fait flagrante, n'est-ce pas, de la part des États-Unis. Ceci étant, on constate qu'il y a également des attaques qui viennent directement de France, et en particulier d'un certain nombre de journalistes et de groupes. On les a cités quelques-uns. Comment peut-on expliquer ça ? Ce sont les idiots utiles. Hein, il faut forcément des relais dans l'opinion, dans les médias, tout ce qui est relais d'influence. Donc, moi, je m'interroge, par exemple, sur la position personnelle de Patrick de Saint-Exupéry, de son éditeur, Laurent Beccaria. Je vois d'ailleurs que leur position anti-France et anti-militariste persiste. Il n'y a qu'à prendre connaissance de la ligne éditoriale des éditions Les Arènes, l'édition de Laurent Beccaria, pour voir que, mis à part son grand-oncle Élie de Saint-Marc et l'ange de Dien Bien Phu, Geneviève de Galard, qui servent un petit peu de caution à décharge, les autres titres sont tous des titres finalement d'inspiration fortement anti-française, anti-patriotique, anti-militariste. Je dirais même jusqu'au dernier livre qui vient de paraître. Donc, le sort des femmes dans l'armée française, d'accord, oui, qui vient de sortir, en partenariat avec le remarquable magazine Cosette. Voilà. Bon, non, mais c'est persistant. Donc ça procède de la même. Ça procède de la même chose. Alors après, il y a derrière des réseaux qui sont, on en a cité un avec le réseau Survie, par exemple, qui sont acharnés à la destruction de l'influence française, en particulier en Afrique, sous de nobles motifs comme celui de lutter contre la France-Afrique. Hein. Mais tout ça sont des idiots utiles, ce sont des relais nécessaires dans l'opinion française. Et j'ajouterais que j'ai assisté il y a quelques mois à un colloque qui se tenait à Sciences Po Paris, donc un truc extrêmement sérieux, bien entendu, qui se pose la question de savoir pourquoi la presse avait été si mauvaise lors de l'annonce de la fausse expertise de Trévidic, du rapport Trévidic qui devait clore la procédure sur l'attentat, etc. Elle disait la presse a été extrêmement mauvaise, la vérité est sortie sur les blogs, quel est le problème ? Et finalement, j'avais été amené à mettre en évidence la parole de l'animatrice de ce colloque qui avait parlé de connivence économique. En termes galants, c'est chose insolite. Elle parlait de connivence économique entre le pouvoir de Kigali et une certaine presse et certaines ONG. Je voulais rappeler tout à l'heure le livre qui était paru en 1930, livre absolument incontestable puisqu'il a été édité par le Parti communiste français et qui a été intitulé L'abominable vénalité de la presse française. Ce qui était valable en 1930 me paraît pas tout à fait obsolète aujourd'hui. Je pense, il faudrait dire un mot, Michel, là, du juge Trévidic et de la situation actuelle, parce que les auditeurs ne le savent pas forcément. Et on a parlé du juge Bruguière et de sa position. Oui. Et il faut peut-être mettre en lumière la position du juge Trévidic. Et pourquoi le juge Bruguière ? Alors, je suis très embêté dans ma culture de gendarme pour parler d'une instruction en cours. Puisque moi, je respecte jusque-là le secret de l'instruction, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les parties. Vous me direz que les parties ne sont pas tenues au secret, moi ça c'est autre chose. Le juge Trévidic est celui qui a succédé au juge Bruguière quand le juge Bruguière a pris sa retraite. Enfin, le juge Trévidic n'est pas seul, d'ailleurs, il y a plusieurs magistrats. On parle du juge Trévidic pour faire court, mais ils sont au moins 2 magistrats. Il y a une magistrate avec lui, et donc il travaille. Je ne sais pas exactement quelle est l'opinion du juge Trévidic sur ce sujet, je ne sais même pas du tout. Je m'aperçois qu'il a ordonné des expertises
qui l'ont amené à passer sous les fourches caudines de Kigali, puisqu'il est transporté sur place. Il a été amené à prendre en compte de manière quasi exclusive les témoins qui lui étaient donnés par Kigali, qui avait pour but de minorer le travail qui avait été fait, en particulier le travail excellent qui a été fait au moment des faits par une enquête belge, l'auditorat militaire belge qui a travaillé sur l'attentat, qui a fait un rapport incomplet puisqu'ils ont travaillé très peu de temps, mais des rapports qui sont quand même des pièces extrêmement intéressantes avec un certain nombre de témoignages qui avaient été recueillis. Et donc on avait le sentiment, toujours d'après ce qui est relaté par la presse, puisqu'on n'a pas accès au dossier, quoi. Il n'y a que la presse qui, elle, prend dans le dossier ce qui l'intéresse, la meilleure valeur, que l'expertise dite Trévidic avait eu pour effet d'annihiler les témoignages qui avaient été recueillis par les Belges au moment. Alors bon, en absence de décision du juge, on ne peut pas lui faire un procès d'intention. Je note simplement qu'au mois d'octobre ou novembre de cette année, écoulé en 2013, il y a eu des demandes de non-lieu qui ont été présentées par les défenseurs des officiers de Kagame mis en examen dans cette affaire, et que ces demandes de non-lieu ont été rejetées. Alors je dis simplement que la messe n'est pas dite, cette enquête n'est pas close, loin de là, et on peut espérer que le juge Trévidic fera, comme tous les magistrats français, son travail en toute honnêteté intellectuelle, en toute rigueur, et que tout cela sera débattu devant une cour d'assises très prochainement, ou pas très prochainement, mais en temps voulu, devant une cour d'assises du tribunal de Paris. Ce qu'on peut simplement souhaiter, c'est que les témoins Tutsis, issus du FPR, issus de l'entourage proche de Kagame, ne soient pas tous les uns après les autres assassinés par les services de Kagame en exil là où ils se trouvent, soit en République sud-africaine ou aux États-Unis, comme l'a été le colonel Karegeira il y a quelques semaines, ou comme vient de manquer de l'être le général Nyamwanza en Afrique du Sud, et que ces témoins capitaux puissent être entendus par le juge, parce que ça me paraît essentiel. Oui, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Comment se fait-il que ce témoin capital n'a pas encore été entendu par ce magistrat qui, me dit-on, aurait déposé une demande d'entraide, mais qui n'avait pas encore été acceptée par l'Afrique du Sud? Tout ça est un petit peu curieux. Mais je te rassure... Pardon. D'autant plus que le général Nyamwasa a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait demandé à être entendu. Oui. Par ailleurs, je voulais rassurer Jacques et nos auditeurs, il y a un certain nombre d'officiers Tutsis qui étaient très proches de l'opération, qui ont témoigné devant le juge Trévidic. Et donc, il aurait mieux valu qu'ils témoignent tous que Karegeya témoigne et que Nyamwasa témoigne. Mais de toute façon, il y a déjà dans le dossier des témoignages extrêmement importants. Radio Courtoisie, quelques messages au sujet de notre émission Rwanda à qui profite le crime, le libre journal de Roger Saboureau. Un auditeur nous demande si on peut parler cette fois-ci du génocide congolais. Un autre auditeur, le procès concernant le Rwanda est-il terminé? Justement, c'est ce que vous étiez en train de dire. Une auditrice qui a travaillé pendant plusieurs années à l'ONU nous dit que dans les années 70, dans les couloirs de l'ONU, elle a souvent entendu cette réflexion: on veut l'Afrique sans les Africains. Le moyen d'y parvenir était de déstabiliser les gouvernements pro-français. Dernière information pour monsieur le colonel Hogar. Merci à monsieur Saboureau d'avoir invité le colonel Hogar, qui est un très grand monsieur. Voilà, ça, bravo. Bravo. Oui. Je laisse Jacques profiter de ce dernier message. Je répondrai sur le génocide congolais. Oui, nos amis congolais sont un peu frustrés, je les comprends, puisque le génocide rwandais n'est jamais que les prolégomènes de ce qui s'est passé au Congo quelques années plus tard, où le FPR est rentré au Congo pour profiter des mines du Kivu et autres lieux, et a massacré un certain nombre de personnes. Alors, je sais bien que tous les chiffres avancés dans cette région sont contestables du fait qu'il n'y a pas de constatation, il n'y a pas d'enquête vraiment précise de fait, mais on parle de plusieurs millions de victimes congolaises mortes au Congo du fait de l'armée patriotique rwandaise. Voilà, sans oublier les centaines de milliers de réfugiés rwandais qui, malgré nos efforts, sont quand même passés au Congo-Zaïre en 94 et ont été massacrés dès l'hiver 95-96 dans les forêts du Zaïre oriental. Hein. Oui, bien sûr, oui. Pas oublier de le dire. Oui, mais n'oublions pas... C'est pour ça qu'on peut parler de génocide au pluriel
n'en déplaise à certains. Voilà, j'espère qu'il y aura, comme il en est question actuellement à l'ONU, qui s'ouvrira très prochainement un tribunal pénal international pour le Congo. Et là, je pense que M. Kagame et tous ses courroies de transmission, tous ces idiots études seront extrêmement mal à l'aise. En ce qui concerne les procès français, puisqu'il y a une question sur les procès français, je pense que notre auditeur parle du procès en cours contre M. Simbi Kangwa, qui doit se terminer, je crois, le 14 mars, à la fin de la semaine. On est rentré dans la phase des plaidoiries et des réquisitoires. Et le procès, lui, sur l'attentat du 6 avril, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une demande de non-lieu qui a été rejetée et il se poursuit pour encore de longs mois, voire quelques années. Alors, en revanche, il y a des procès qui, eux, sont terminés. Ce sont les procès devant le TPIR, car le TPIR va terminer ses derniers procès en appel en 2015. Et donc, cette juridiction a siégé pendant presque 20 ans, de 95 à 2015, ou on peut dire 20 ans, et a totalement renversé l'état des connaissances concernant les origines de ce génocide. Parce que dans quelques jours, la presse française va parler du génocide qui était programmé, etc., alors que l'on sait maintenant depuis une dizaine d'années, à la suite des travaux du TPIR et des jugements, que le génocide du Rwanda n'a pas été programmé et qu'il est le résultat de l'assassinat du président Habyarimana. Alors, comment savons-nous que ce génocide n'a pas été programmé? Eh bien, à travers les jugements qui ont été rendus, à travers les principaux procès, à travers le procès de la radio-télévision d'Émile Colline, à travers le procès de la Kazoo, à travers le procès du colonel Bagosora, à travers le procès des commandants en chef de l'armée rwandaise. Et dans tous ces procès et dans tous les autres procès, à aucun moment le procureur n'a pu apporter la preuve qu'il y avait préméditation du génocide. Donc nous sommes bien face à un génocide spontané. Ceci étant, contester la doxa officielle en ce moment, vous savez que vous êtes en train de faire du révisionnisme, messieurs. Alors, le TPIR a complètement contesté cette doxa officielle. Le TPIR, qui est une création du Conseil de sécurité de l'ONU, le dit. Alors si les journalistes français qui n'ont pas participé aux travaux du TPIR ou qui refusent de prendre en compte les résultats de ces 20 ans d'audience continuent à dire que le génocide était programmé, libre à eux, on ne peut pas les forcer à dire le contraire. Pour ma part, je voudrais contester ce terme de révisionniste, parce que j'ai écrit l'histoire le premier, lorsque j'étais sur le terrain en 93, donc les révisionnistes, c'est les autres, c'est pas moi. Deuxièmement, je conteste aussi complètement le terme de négationniste, parce que moi, je veux évoquer toutes les victimes de ce drame épouvantable, alors que les non-négationnistes, eux, ils veulent se consacrer uniquement aux victimes Tutsis, ce qui représente, à mon avis, moins de la moitié de la totalité des victimes, surtout si elle inclut les Congolais. Des victimes impures. Oui, exactement. Mais là, on rentre dans un autre débat, débat dangereux. C'est un débat éternel, oui. Enfin en tout cas d'une grande actualité, parce que ça concerne beaucoup d'autres dossiers. Absolument. Évidemment. Les tribunaux également semblent un peu sous l'influence, je dirais, de cette doxa, puisqu'on constate qu'au travers des différentes procédures, il y a un manque de cohérence dans leur jugement. Jacques Hoggard, puisque tu as été directement... Moi, je trouve qu'il y a... Enfin, moi, j'entendais ce matin tout à fait autre chose. Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris, dire qu'elle avait confiance en la justice de son pays. Oui. Moi, je suis navré de devoir dire, à titre de citoyen, et je n'engage que moi en disant ça, que moi, je n'ai pas confiance en la justice de mon pays. On a un exemple qui nous tient à cœur, mais je laisserai la parole à Michel Robardet après pour qu'il puisse dire son point de vue. Mais moi, je sais que j'ai en travers de la gorge le fait que n'ait pas été condamné pour diffamation le journaliste Patrick de Saint-Exupéry et son éditeur Laurent Beccaria, édition Les Arènes, lorsqu'ils ont réédité, je dirais en 2004, l'ouvrage paru en 99 sous la plume de Patrick de Saint-Exupéry, avec une couverture sans en rien changer de l'intérieur du livre, où il n'était pratiquement pas question de nous d'ailleurs, mais en utilisant une couverture
agressive, France, donc je ne sais plus, inavouable complicité de génocide, avec des noms, 33 noms, dont les nôtres d'ailleurs, tous les deux, en bonne compagnie, avec ceux de François Mitterrand, d'Alain Juppé ou d'Hubert Védrine, et laissant supposer que nous étions donc les 33 responsables français du génocide rwandais, qui est la reprise en fait de l'accusation du gouvernement rwandais actuel de Kagame à travers son accusation et son rapport Mussio paru en 2008, et ce qui est proprement scandaleux. Bon, et donc voir que ces gens-là sur des arguties n'ont pas été condamnés à diffamation alors qu'il s'agit bien d'un acte de diffamation, moi m'a fait perdre totalement confiance en la justice de mon pays, j'ai le regret de le dire. Mais la messe n'est pas totalement dite, Jacques. Moi, j'étais devant la Cour d'appel de Paris, retour après cassation pour cette même affaire, il n'y a pas très longtemps. J'attends le délibéré qui devrait tomber le 7 mai. Et je ne suis pas totalement désespéré, quitte à devoir retourner en cassation encore une fois, etc. Là, l'histoire évolue, on a pris date devant l'histoire, c'est elle qui nous jugera. Ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je suis rassuré et que ça ne m'empêche pas de dormir. Mais... Bernard Lugan, votre sentiment là-dessus? Bien, mon sentiment là-dessus, c'est qu'il y a un décalage considérable entre ce que nous savons, nous, spécialistes de la question du Rwanda, nous qui avons travaillé pendant des années à Arusha, lors des diverses audiences, à divers procès, un décalage considérable entre la véritable histoire du génocide du Rwanda et la pseudo-histoire telle qu'elle est présentée dans la presse française. Et il est bien évident que les juges français n'ont qu'une connaissance très lointaine. Ils ne peuvent pas, comme les magistrats qui ont siégé à Arusha, passer 10 ans dans ces dossiers. Pensez donc à Arusha, pendant près de 20 ans, quotidiennement, 4 cours ont siégé, avec des dizaines de magistrats. Donc, nous sommes allés jusqu'au fond des choses. Comment voulez-vous que dans un tribunal français, en quelques semaines ou en quelques jours, l'on puisse avoir la même connaissance qu'à Arusha ? C'est impossible. Il y a donc là 2 poids, 2 mesures. Et donc les battleurs ont la parole. Les battleurs, c'est les journalistes qui, eux, véhiculent toujours la même histoire, la même doxa. Et encore, professeur, vous êtes très bon en disant que nos magistrats ont quelques jours ou quelques semaines à consacrer à ces dossiers. Je crois qu'en fait, ils n'ont pas le temps d'y consacrer plus de quelques heures, grand maximum, et donc ils jugent sans connaître du tout la réalité du terrain et la vérité judiciaire qui sort des tribunaux parisiens, parce qu'on a tout regroupé à Paris, comme par hasard, est très éloignée des vérités du terrain. Tout à fait. Une question qui se pose cependant, ce gouvernement français dans cette affaire, le gouvernement français, celui-là, le précédent, ont été lésés en quelque sorte dans cette opération en Centrafrique, qui était un peu le précaré. Et cependant... Vous parlez de quoi, du Rwanda ? Je parle du Rwanda et en tout cas de cette région. Oui, et puis ce qui était scandaleux, c'est l'attitude du président Sarkozy. Le président Sarkozy qui est allé à Canossa, Rwanda, qui est allé véritablement s'agenouiller devant Kagame, alors qu'il avait entre les mains, et il lui avait été remis en main propre, la preuve que les rapports qui avaient été dressés contre l'armée française étaient des faux et des manipulations. Ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est intéressant. Hein. On a été reçus avec... Michel, à l'époque, le général Lafourcade et bien d'autres, à des réunions fort intéressantes à l'Élysée, où on nous a promis, bien sûr, que la vérité de l'histoire serait rétablie. Or, elle ne l'a jamais été, jamais été. Moi, je dois dire que ça jouait quand même un rôle dans mon dernier vote aux élections présidentielles. Eh bien, anecdote, à la cellule Afrique de l'Élysée, à l'époque de Sarkozy, l'on a dit... Mais n'écoutez pas Lugan. Lugan prétend qu'il est expert au TPIR, il n'a jamais été expert. Ce n'est pas sous les socialistes qu'on dit ça, c'est sous le président Sarkozy. Alors j'ai donc fait établir un certificat par le TPIR dans lequel l'on notait tous les procès dans lesquels j'avais été assermenté. J'ai envoyé ça à la cellule Afrique de l'Élysée, j'ai demandé des excuses, je les attends toujours. Mon vote a été un peu influencé par ça aussi. Depuis 1994, aucun des gouvernements, enfin depuis un peu plus tard, 1995, aucun des gouvernements français n'a souhaité s'opposer aux volontés hégémoniques américaines dans la région, qui se sont révélées tout à fait catastrophiques pour les peuples qui habitent ces régions. Est-ce que ça voudra dire, comme disait quelqu'un d'autre, que les peuples n'ont pas d'amis, donc des intérêts ? Ça, c'est certain. Ça, c'est certain, oui. Hein ? Mais qu'ils aient un peu d'honneur, que leurs dirigeants aient de l'honneur, peut-être. Oh, ça, c'est un mot qui est complètement obsolète, qui Non, puis n'appartient plus au surtout dans vocabulaire cette actuel. affaire-là, moi je pense qu'il faut être pragmatique. On est français, donc quels sont nos intérêts français ? Or, ils sont battus en brèche depuis 25 ans avec le concours
en particulier d'élite, entre guillemets, française. C'est ça qui est grave. Tout à fait. Bien, eh bien, messieurs, cette émission se termine. J'espère qu'elle a permis à nos auditeurs de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Les médias vont certainement, dans les prochains jours, largement développer cette affaire. Je le crains qu'ils ne fassent, comme d'habitude, d'une façon complètement unilatérale. Cette émission, au moins, permettra un petit peu d'y voir plus clair. Merci en tout cas à tous les trois.